Coco, bonsoir. Moi, ce qui a fait en sorte que j'ai pu continuer dans ce milieu, c'est de comprendre et de me dire que c'est pas pour moi que je le fais, en toute franchise. Au début, je le faisais pour moi, mais très rapidement, ça a commencé à être pour toutes ces jeunes femmes noires qui me ressemblent, mais qui se voient jamais. Puis finalement, quand tu vois une nana dans une affiche, dans un magazine, que sais-je, avec un dark skin, cheveux crépus, nez qui est présent, lèvres qui sont présentes, genre qu'elles se disent « ouais, je peux être là aussi, je peux investir ce genre d'espace également ». C'est ça, moi, qui me motive. That's on Radio avec Jamila. Bonjour Jamila, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Comment tu te sens? Bien. Et vous? Très bien. C'est gentil, on se sent bien aussi. Normalement, je parle un peu du parcours de l'individu puis je le décris, mais je réalisais avec toi, c'est tellement compliqué de te mettre dans une catégorie. En fait, je ne sais pas si je veux te catégoriser, mais tu as créé une plateforme ou une communauté, je dirais plutôt, pour les femmes africaines. Tu as fait des panels, des conférences. Tu as également été mannequin dans une autre vie. N'est-ce pas? Mais en fait, qu'est-ce que tu ne fais pas? C'est ça la question. Je ne dors pas assez. Voici ce que je ne fais pas assez. T'inquiète, ça paraît pas. Mais justement, en parlant de ton parcours, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es originaire de Côte d'Ivoire, mais tu as grandi au Maroc, dans une école française. Maintenant, tu es au Canada. Oui. Comment c'était justement se retrouver parmi toutes ces identités-là en grandissant? C'était vraiment un melting pot culturel dans lequel j'étais plongée, auquel j'étais absolument pas prête, en fait. Parce que grandir dans un pays comme le Maroc en étant une jeune fille noire, sans pour autant d'avoir des modèles d'inspiration et autres qui passent à la télé, c'était pas facile du tout de se rapproprier sa personne, son corps au Maroc, mais pour par la suite être amené à étudier dans une école française, fait qu'avec avec des idéaux français, puis vouloir s'éloigner de tout ça et vouloir se définir par soi-même et décider de le faire à Montréal, dans une ville où aussi tu as différents modèles de vécu, d'expériences, de personnes qui gravitent autour de toi. C'est pas facile de naviguer tout ça, mais c'était un beau voyage. Ouais, justement, ayant grandi dans des environnements aussi complexes avec différentes cultures, quels étaient tes premiers modèles? Alors, j'avais, je dirais, deux catégories de modèles. Le premier étant ceux qui faisaient partie vraiment de mon environnement proche. Donc, ma maman, obviously, qui est une femme formidable, qui est mon premier modèle de femme noire. Et puis, finalement, les médias. Et j'étais davantage tournée vers les médias français, qui malheureusement, à l'époque, voire même toujours en ce moment, en tout cas, mais à l'époque c'était pire, n'étaient pas ne proposaient pas du moins des profils diversifiés à l'écran. Puis je me retrouvais davantage dans les clips funny. Dans le sens où il y avait plus finalement de chanteuses noires, par exemple, tu vois, que de journalistes noirs, que de personnes qui étaient interviewées à la télé, sur un plateau de télé à 20h noirs. Donc je me nourrissais à coups de MTV Sugar, à coups de MTV XYZ, parce que c'était dans ces émissions-là que je voyais des femmes qui me ressemblaient, en fait. Mais en même temps, ta réponse est intéressante parce que si je posais la question à Hervé qui a grandi ici, je pense que la même chose pour toi. Dans le fond, tes modèles. Sur mes modèles? Ouais, tu devais. C'est, en fait, en majorité. Exemple, moi, mes modèles, c'était toujours des joueurs de foot, de base. Ouais. Puis là que j'y pense, c'était des joueurs de foot noirs. Après, je sais pas vraiment si c'était conscient ou pas, mais c'était jamais comme un artiste québécois ici ou un truc comme ça. C'est vraiment toujours, j'allais voir à l'extérieur des trucs que je voyais à la télévision, des trucs comme ça. Puis finalement, on se rapproche de ce qui nous ressemble. Ouais. Puis c'est ce qui nous ressemble qu'on prend pour modèle, pas forcément qui nous ressemble, mais ce à quoi est-ce qu'on aspire deep down. Et malheureusement, même si ces personnes-là sont incroyables, footballeurs, chanteuses et autres, mais malheureusement, il y a d'autres modèles qui ne sont pas représentés, en fait. Et c'est ça qui est dommage. Parce que, tu sais, quand on se voit représenté, on peut aspirer à d'autres choses. Si j'avais vu, par exemple, plusieurs femmes noires médecins à la télé, pourquoi pas, peut-être qu'à l'heure actuelle, je serais médecin, en fait. Je serais en train de découper des trucs. Aucune idée ce qu'un médecin fait. Découper.
Soigner des gens. Couper un bras. Ouais, c'est bon. Bon choix de carrière, c'est bon. Mais juste avant, En tout pour cas. juste nous mettre en contexte, Yeah. t'avais quel âge quand t'étais au Maroc? Oh, je suis arrivée au Maroc quand j'avais 7 ans et j'ai quitté quand j'avais 17 ans. OK. Oh. C'est que c'était 10 belles années. Ouais, Wow, ouais. OK, c'est Yeah. intense. C'était pas un petit parcours, c'était et c'est quand même des périodes de vie qui définissent quand même pas mal une personne, Ouais, tu c'est vois, ça, c'est ouais. dans le système français, c'est primaire, collège, lycée. Donc c'est des âges où en tant que Tu te femme, découvres. Ouais, tu te découvres en fait et t'as envie aussi, c'est l'adolescence, tu veux plus t'identifier à tes parents, donc au modèle de la catégorie numéro 1, disons. T'as envie- J'aime les catégories. Avec bien, ma tu main. sais. t'as envie, tu sais, de te découvrir toi-même et de plaire Mhm. aussi. Et ça, c'était tout un enjeu. Mais vas-y, là, également. tu abordes la notion de plaire et du Yeah. regard des autres. Comment Yeah. c'est construit justement ton regard par rapport aux autres? Si tu dis que les modèles ne te ressemblent pas, comment tu te définis, comment tu trouves la... C'était extrêmement chaud. Franchement, j'étais un caméléon. En toute franchise, j'étais un caméléon. Je m'adaptais à tous les groupes que je rencontrais parce que, je voulais... I was really insecure. Je voulais vraiment être acceptée. En Ok. fait, Mhm. parce que, encore une fois, j'étais dans un... Je vais prendre le cas de mon lycée. J'étais dans un lycée qui est, si je ne m'abuse, le plus grand lycée d'Afrique en termes de nombre de personnes qui le fréquentent. OK. Et sur des milliers d'élèves, on devait être 5 noirs, mais à différents niveaux scolaires. OK. En fait. Ah ouais. Fait que j'étais la seule à... Oui, tout à fait. Parce que t'as dit, moi, dans ma tête, déjà, je m'étais vu déjà que c'est un Non. lycée au moins français Non. et que c'est le plus grand en Afrique. Ouais. J'ai cru un peu, Ah ouais. juste un peu plus de noirs. Juste un ou Absolutely deux. not. Ah Absolutely not. Wow. Et c'était beaucoup de, soit des Marocains, soit des Français, donc, parce qu'il y avait beaucoup Ouais. d'expats, et des 5 noirs, au final, qui étaient soit marocains de couleur de peau noire, mais très très rares pour le coup quand même dans ce lycée-là, ou qui étaient de nationalité autre, / français et noir, en Ok. fait. Donc c'était assez compliqué de naviguer puis de se retrouver dans les groupes et de devoir faire face à tous les stéréotypes aussi qui existent par rapport à toi, ton acceptation. Par exemple, j'avais pas des cheveux crépus, j'avais les cheveux lisses, je me les défrisais le plus possible. Je voulais avoir le dernier sac Gérard Darrel parce que c'est ce que C'est les autres la avaient, fille française aux yeux bleus, C'est ce qu'elle cheveux, avait, là. tu vois, exactement. Fait que, caméléon, en fait, Wow. jusqu'à ce que j'arrive à Montréal. Raconte justement là, ton arrivée à Montréal. Yo, Parce- that was lit. Ce qui t'arrive. Mais ça a été une période d'affirmation parce que justement, Exactement. un des premiers projets que tu as fait et qui est encore à ce jour, tu as créé dans le fond une plateforme qui s'appelle Diaspora, Yeah. qui permet dans le fond de... je vais te laisser l'expliquer en fait. Yeah. Comment tu définirais justement cette plateforme-là que tu as créée? Diaspora, c'est un média, une plateforme médiatique qui vise à promouvoir une meilleure image des femmes issues de la diaspora africaine. On est un collectif issu de la diaspora africaine. Encore une fois, on a différentes nationalités, de l'Est au Sud, à l'Ouest, au Nord. On essaie vraiment de mettre sur la table la vie et la pluralité, du moins, des avis, de la vision des jeunes femmes de la diaspora africaine. Et on existe depuis bientôt 6 ans maintenant, pour le coup. Oh, Ouais, de ouf. Félicitations. Ouais, c'est ça. Thank you. Mais justement, Thank you, est-ce que thank you. c'était une réponse à ton parcours de justement essayer de trouver Tout à fait. cette identité-là ou ces repères-là que tu n'avais pas justement en Tout à fait. grandissant? Diaspora est vraiment né d'un manque. Je l'ai vraiment créé lorsque je suis arrivée à Montréal parce que je voyais pas de médias comme celui-ci qui présentait le parcours de vie de différentes femmes issues de la diaspora africaine, qu'elles viennent des 4 coins du continent. Et de par mon parcours, comme moi je parle d'Afrique, je parle également de Maghreb et la plupart des plateformes qui existaient. Quand on parle de femmes africaines, on va pas penser au Maghreb pour différentes raisons historiques, politiques, bref. Toutefois, ils sont en Afrique. Ouais, on le veut, Donc, non, ça fait partie de exactement. Fait que 1, puis 2, c'est parce que justement, je voulais offrir cette plateforme que j'ai pas eue quand je grandissais aux personnes de mon entourage. Puis je pensais aussi à ma cousine qui était plus jeune que moi. Je voulais qu'elle puisse avoir ce modèle-là, cette plateforme-là, elle allait avoir des femmes qui
lui ressemble, qu'elle allait pouvoir lire des articles de femmes médecins. Je sais pas pourquoi je fais une fixation sur les médecins en ce moment. No idea. Mais genre avocate, exploratrice, que sais-je, bref, pas juste cantonnée à ce que l'imaginaire médiatique collectif nous présente au JT de 20h de chaînes françaises, québécoises, que sais-je en fait. Ah, c'est vraiment intéressant. Justement, avant de passer au prochain segment, j'aimerais revenir sur une de tes recommandations parce qu'on t'a en fait demandé de nous envoyer des sons. Ouais, c'est vrai. Et ça a été compliqué déjà même. Je pense que tu nous as envoyé 20 sons. J'écoute trop de chansons, en fait, j'écoute trop de chansons en ce moment, mais je pense que les 3 dernières que j'ai envoyées, c'est vraiment celles qui sont représentatives. Exactement. On dirait que tu préparais un oral, on dirait que tu vas avoir les meilleurs. It was complicated. Only 3 songs? Oh, mais j'aimerais revenir sur la première que tu as envoyée qui était Irrational, qui est un remix en fait de la chanson de Sheila. Yeah. Pourquoi cette chanson-là? Pourquoi tu as choisi ce titre? Cette chanson parce que, pour 2 raisons. La première étant que elle a illustré d'une manière incroyable les vacances que j'ai passées en décembre dernier en Côte d'Ivoire, qui est vraiment genre mes vacances annuelles, ma piqûre de rappel, mon échappatoire à chaque fois. Et c'était juste c'est un son qui entraîne, c'est un son léger, c'est un son qui fait du bien, c'est un son que tu l'écoutes, t'es à la plage, tout ça, enfin bref, super belle vibe. Et deuxième raison, c'est parce que j'ai découvert finalement Shay aussi, c'est pas par l'intermédiaire de ce son, mais pendant ces vacances-là. Tu l'as rencontré physiquement, tu veux dire. Physiquement, okay. Et pas juste l'artiste, mais vraiment la personne. Et c'est une personne incroyable, fait que c'est le son que je passe en boucle en ce moment. Parce qu'en plus, c'est le remix avec Adekunle Gold, mon gars sûr. Mon gars sûr. Le gars de Simi Mago sûr. Donc franchement, c'était juste Combinaison parfaite. Combinaison parfaite, exactement. Ah, génial. Je voulais revenir sur un sujet aussi que tu as parlé, qui était la représentation. Yeah. Dans une autre vie, tu es devenu également mannequin, ça fait il y a quelques années déjà même. Pourquoi en fait tu as eu ce parcours? Pourquoi tu es allé vers le mannequinat? Est-ce que c'était encore en lien avec ce désir d'être vu, d'être représenté? Je sais pas si je dirais que je suis allée vers le mannequinat ou si c'est peut-être inconsciemment que le mannequinat est venu à moi. Non, il faut m'excuser. Hein, je vous excuse. Non, c'est mal formulé. Actually, what happened was, par rapport au mannequinat, en fait, c'est plusieurs choses. C'est pour ça que je dirais que c'est pas forcément, c'est moi qui allais vers le mannequinat ou inversement. Mais c'est venu de, l'insécurité que j'avais étant plus jeune. Je me trouvais pas belle, d'un point de vue extrêmement plat et simple. J'ai pas grandi avec des femmes qui me ressemblaient. Quand je suis arrivée à Montréal, juste avant d'arriver, j'ai fait un big shop. Donc pour ceux qui savent pas, c'est de se couper genre tous ses cheveux défrisés pour avoir ses cheveux crépus qui poussent naturellement, tout ça. J'avais ça de cheveux sur la tête, je ressemblais à rien. J'ai fait quand ma mère elle était en voyage. Je ressemblais à rien. Elle est revenue. Non mais sérieusement, je ressemblais à rien. Et personne autour de moi ne savait comment m'aider capillairement parlant parce que toutes les femmes de ma famille proches de moi avaient les cheveux lisses, défrisés, tu vois. Fait que ma mère, elle est revenue de voyage, elle m'a regardée, elle m'a fait, mais elle m'a rien dit, elle m'a fait, franchement, you are on your own. Genre, c'est toi et tes cheveux from now on, tu vois. Mais c'était un beau voyage, c'était d'apprendre à me découvrir au moment aussi où j'ai décidé de pas aller en France, mais aller à Montréal et de m'accepter, tu sais, physiquement en mode, j'arrive à Montréal, voici qui je suis. Maintenant, blank canvas, this is me. Jamila, cheveux crépus. Moi-même, je savais pas qui j'étais. J'étais juste comme, this is me. I don't even know who I am yet. Liberté, en fait, de faire. Exactement. Une liberté d'être, de pouvoir devenir aussi également. Et je pense que c'est à travers ça que j'ai pu découvrir aussi le mannequinat parce que quand tu arrives et que tu arrives dans une ville où, déjà, la diaspora africaine est quelque part un peu plus, pas forcément plus importante, la diaspora africaine noire, pas forcément plus importante en tant que telle, mais genre juste plus présent dans le cercle dans lequel est-ce que j'étais. Puis moi-même, j'ai essayé de m'impliquer davantage dans ma communauté. Puis j'ai commencé à voir que je plaisais. Donc le regard a changé. Je me suis dit, attends, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Puis même quand j'étais au Maroc également, j'avais plusieurs personnes, tu sais, qui me disaient oui, mais tu as la taille pour être mannequin, tout ça. Mais j'avais pas encore, tu sais, le recul, la volonté de vouloir m'imprégner de ce monde. Et c'est en arrivant finalement à Montréal, je me suis dit, bah avec tous les autres commentaires que je recevais ici, etc., que je me suis plus intéressée tout simplement au domaine. Il y a une agence qui m'avait contactée. Je suis allée
en agence, puis franchement, ça s'est pas bien passé OK. parce que j'étais pas prête du tout. Je suis arrivée vraiment sans personnalité parce que je pensais que c'était ça un mannequin. Tu vois, je suis arrivée all black, cheveux attachés. Franchement, j'ai galéré à attacher mes cheveux en plus. Compliqué. Ils m'ont pas sélectionné finalement, même si c'est eux qui m'avaient appelé pour le coup. Mais je me suis dit, je vais quand même continuer et je vais essayer de voir s'il y a une autre agence qui a envie de m'avoir, moi. Mais cette fois, je vais m'y prendre différemment. Je suis arrivée en talons, fourrure noire, cheveux à l'air. C'est ici la porte ouverte pour devenir mannequin, tu vois. Ils m'ont regardé, mais c'est qui cet ovni qui sort de nulle part, tu vois. Mais finalement, ils m'ont accepté. Puis là a commencé mon... Ouais. Puis comment ce que tu dégages était important, en fait. Ouais, mais c'est même une énergie que moi-même, je savais même pas que j'avais, tu vois, aussi. Et c'est ce que j'ai bien aimé de mon expérience et du mannequinat, c'est que j'ai appris à découvrir une confiance physique en moi que je savais pas que j'avais aussi. Et c'est quelque part un peu pervers aussi, mais ça m'a quand même aidé. C'est un peu le côté à double tranchant, c'est que une partie de ma confiance en moi a été impulsée à travers le regard de l'autre. Pas consolidée à travers le regard de l'autre, mais impulsée, pour le coup. Puis justement, avec du recul, vous connaissez l'industrie les deux, peut-être pas au même niveau, peut-être pas à l'implication, mais... Non, moi, je suis pas comme elle. Mais c'est quoi votre regard sur cette industrie, justement? Parce que sans se le cacher, il y a toujours cette aspiration-là. Puis maintenant, avec avec Instagram, avec tous les réseaux qu'on a, on dirait que tout le monde a l'aspiration de vouloir toucher un peu à être un modèle, sans nécessairement savoir ce que ça implique, sans nécessairement comprendre c'est quoi cet environnement-là. Avec du recul, vous, comment vous voyez cette industrie-là? Ah, mais c'est pas... je sais pas, après, peut-être toi, tu auras une autre vision, tu vois, mais encore une fois, c'est un couteau à double tranchant. C'est une industrie qui te remplit les poches très rapidement. Soyons cash. Le cash est intéressant. Toutefois, c'est une industrie qui peut être également très difficile en termes justement de consolidation de ton amour-propre, en fait. Parce que ça va te lancer plein de fleurs, parce que t'es belle, t'as un profil atypique, parce que tu vas booker tel et tel show, mais on va aussi te dire non. On va plus souvent te dire non que te dire oui. Et tu vas pas forcément comprendre pourquoi. Et surtout en tant que justement mannequin noir, où il y a pas forcément énormément de mannequins sur toutes les campagnes. Je vais pas vous citer les marques montréalaises qui castent à Montréal, mais il y a pas de mannequin noir. Et quand il y en a, il y en a une. Donc même en termes, c'est de pourquoi elle et pas moi. Ben quand t'as pas cette confiance en toi et quand t'as pas cet amour propre, ben tu peux facilement en fait te comparer à l'autre alors qu'il y a même pas raison de se comparer. Elle est magnifique, t'es magnifique aussi. Il y a quoi, tu vois. Mais en même temps, ça, comme tu dis, c'est qu'il y a tellement un manque de représentation qu'il y a ce dilemme aussi de dire que tu te compares toujours aussi, mais t'es encore moins, donc c'est encore plus intense. C'est ça. Et sachant que le nom que tu reçois, c'est pas un nom sur tes compétences intellectuelles. C'est un nom sur ton physique, tu vois ce que je veux dire? C'est à base ton profil convient à. Tu vois ce que je veux dire? C'est une chose, je pense, que les gens réalisent pas puis n'en parlent pas assez, c'est qu'il y a beaucoup plus de rejet dans cette industrie-là, puis les gens... Exactement. Mais quand on a des oui, c'est des oui qui sont incroyables, c'est des oui qui sont beaux, c'est des oui qui sont affichés partout. T'as des amis qui te reconnaissent, qui te voient dans des campagnes, dans des magasins, sur Internet et autres. C'est beau. Mais combien de castings t'as dû faire? Mais c'est ça la question, justement. Est-ce qu'il y a un certain point, à force d'être vu, parce que, je sais pas, vous avez des campagnes qui t'es sur une affiche ou t'es dans un magazine, t'es dans une grosse publicité, est-ce qu'à un certain point, tu sens que t'as ta place? Est-ce que tu fais comme... Est-ce que c'est justement un effet pervers de dire, moi, je sais tout ce qui s'est passé avant que j'arrive là? Ou tu as un sentiment de dire, non, finalement, j'ai ma place dans la société, je me sens accepté? Comment vous vous sentez quand vous voyez dans un magazine ou dans une affiche? Je sais pas si la question est claire. Moi, exemple, moi, personnellement, me voir, quand tu le vois la première fois, je suis content. Je suis super hype, je suis comme, yo, regarde, je prends 12 milliards de photos, je l'envoie à tout le monde. Après, quand ça fait plusieurs fois que tu t'es vu, là, tu peux commencer en fait, tu vas commencer à avoir plus de réflexions, poser plus de questions. Puis au final, moi, ça me fait un peu bizarre de me voir, mais pas nécessairement parce que je me dis que j'ai pas ma place dans la société, dans le milieu ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste le fait de... Parce que pour moi, un modèle de base, il faut que ça soit quelqu'un qui... un peu un but de soi qu'il faut que tu t'aimes beaucoup en fait. Puis moi je sais que je m'aime beaucoup, mais je pense que c'est pas de cette façon-là. Exemple, moi j'aime beaucoup
genre ma personnalité plus que mon allure physique. Genre. OK. Puis, exemple, ça, de me voir, cette superficialité-là, moi, c'est un truc qui m'agace un peu. Puis, en fait, dans le milieu, en général, c'est un truc qui me rejoint moins, qui fait que je suis pas nécessairement fan. J'aime ça le faire, oui, parce que c'est cool, c'est payant, justement. Toi, comment tu dis ça, justement? C'est quoi le sentiment que tu as quand tu te vois justement dans une campagne? Est-ce que tu... Moi, c'est plusieurs choses, tu vois. Là, au début, quand j'ai commencé dans le monde du mannequinat, c'était beaucoup encore une fois, comme je le disais, de l'acceptation de soi. Ouais. C'est lit se voir sur un magazine, dans un magasin, après tous les commentaires quand t'as dit quand t'étais plus jeune que t'étais pas belle, que t'avais un gros nez, de grosses lèvres, etc., tu vois. C'est un peu comme une revanche sur la vie et sur tous les mauvais commentaires qu'on t'a donné, mais c'est pas quelque chose qui comment dire, qui nourrit réellement l'âme. Moi, ce qui a fait en sorte que j'ai pu continuer dans ce milieu, c'est de comprendre et de me dire que c'est pas pour moi que je le fais, en toute franchise. Au début, je le faisais pour moi, mais très rapidement, ça a commencé à être pour toutes ces jeunes femmes noires qui me ressemblent, mais qui se voient jamais. Puis finalement, quand tu vois une nana dans une affiche, dans un magazine, que sais-je, avec un dark skin, cheveux crépus, nez qui est présent, lèvres qui sont présentes, genre qu'elles se disent, ouais, je peux être là aussi. Je peux investir ce genre d'espace également. C'est ça, moi, qui me motive. Mais c'est intéressant parce que les deux, tout de suite, dans vos réponses, rapidement, on voit que ça ne nourrit pas le fait de se voir, ça ne nourrit pas le fait d'avoir une reconnaissance. Faut que c'est plus que ça, en fait. Et c'est ça. Puis l'autre partie aussi, je pense qu'on n'arrive jamais réellement, tu vois. Après, moi, c'est ma perspective des choses. J'aime pas me complaire dans le confort. Admettons, je vais avoir un truc dans un magazine, je vais vivre le moment présent et j'apprends à vivre le moment présent, j'essaye de vivre le moment présent. Toutefois, je me dis que il y a aussi une humilité à avoir dans ce genre de moment, parce qu'il y a toujours plus grand que soi. Il y a toujours autre chose, mais ce qui ne veut pas forcément dire qu'on doit délaisser ça très rapidement, ce beau moment qu'on vit, mais il y a toujours plus grand et ça rend humble aussi. C'est très bien dit. Très fort. Ouais, c'est comme, OK, c'est très cool. Mais justement, par rapport à la représentation, est-ce que vous avez l'impression que maintenant, là, évidemment, on a parlé de la mode, on a parlé même de nos modèles qu'on avait plus jeunes, mais est-ce que vous trouvez que maintenant, les femmes, on va commencer avec les femmes noires, les femmes africaines, et même ensuite les hommes africains et les femmes noires. Est-ce que vous trouvez qu'elles sont représentées maintenant? Est-ce que vous sentez qu'il y a une plus grande représentation? Clairement, ça va en s'améliorant. Mais personnellement, c'est pas une satisfaction pour moi parce que ça pourrait être encore plus grand que ce que c'est présentement. Puis un truc aussi qui vient un peu me chercher, c'est que là, j'ai l'impression que justement, avec tous ces mouvements de Black Lives Matter et tout, c'est que les gens cherchent, genre, on sait même pas si c'est vraiment genuine, tu vois, c'est comme, il nous faut un modèle noir pour montrer que we care, ou genre on est inclusif dans tout, justement, les ethnies qui existent et tout. Donc ça, c'est un problème. Parce exemple, pas souvent, mais des fois, je peux sentir qu'exemple, moi, on me prend parce que je suis le noir avec un piercing. Genre, tu comprends? Ouais, je comprends. C'est comme, ça va être parfait, lui. Genre, c'est là qu'on a besoin d'avoir le modèle noir. Genre, tu comprends? Donc ça, c'est un truc qui me dérange. Mais clairement, oui, avec le temps, je suis sûr que ça va aller parce qu'avec tout le mouvement, justement, ça va aller en s'améliorant. Après, je ne sais pas à quel degré, mais présentement, je dirais que non, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, ça a avancé. D'où est-ce qu'on vient, puis où est-ce qu'on est en ce moment. Je pense qu'il y a eu une amélioration. Toutefois, quand on parle de représentation, il y a plusieurs types de représentation. Il y a la représentation physique. Si on veut rester dans l'industrie créative, de mode, tout ça, je vais essayer de cadrer mon propos. Tu peux être dans n'importe quel cadre, vas-y. Ouais, mais on va rester sur un même thème, c'est chic. En tout cas, t'as la représentation par rapport au type de mannequin que tu vas choisir, qui va faire en sorte que ta campagne sera plus diversifiée aux yeux des gens. Toutefois, qui est le photographe? Qui est la DA? Qui crée la collection, qui est sur le CA de l'entreprise en tant que telle, qui a le pouvoir réellement
décisionnel dans l'entreprise. Et c'est là où je trouve qu'il y a encore énormément de travail à faire. Parce que la représentation superficielle, là, fine, mais c'est un brush. Exactement, littéralement. C'est littéralement une image. C'est littéralement une image. Mais les deux, vous l'avez dit, parce que c'est un truc, je pense qu'on a tous senti, ou tous les gens qui sont noirs présentement ont eu ce même sentiment que, oui, avec le mouvement, ça a créé une genre de sympathie, disons que tout le monde est venu chercher un peu les noirs un peu partout. Je dis noirs, mais c'était toutes les personnes. Mais on sentait justement que derrière, si dans 5 ans, le mouvement va s'estomper. Je pense ou pas. diminuer un peu, dis-moi. Je pense, en toute franchise, je pense pas que ça va diminuer. Je suis quand même assez optimiste à ce niveau-là. Parce que, stratégiquement, je pense que ils s'y prennent peut-être pas de la bonne manière qui soit. Ouais. Il y a encore énormément de travail et d'incompréhension par rapport à comment est-ce qu'on peut rendre différents espaces inclusifs. C'est que ce soit un travail qui soit fait d'un point de vue externe et interne, donc à savoir conseil d'administration, etc. Ou alors admettons c'est l'image qu'on projette. Mais je pense que faut commencer quelque part. Et je pense que ce que le mouvement Black Lives Matter a commencé depuis des années et des années, mais qui a été amplifié finalement l'année dernière comme en 2020. Ce que c'est en train de faire, c'est que c'est en train de stopper tout le monde en mode questionnez-vous. Et peu importe la conversation que vous allez avoir ou quoi que ce soit, at least ça a mis un statu quo de là, ça va plus. Fait que je pense que c'est quand même un point j'espère du moins que c'est un point de non-retour. Après, est-ce que le changement va se faire demain? Je pense pas. Est-ce qu'il va se faire après-demain? Je pense pas non plus. Le changement prend du temps. Mais je pense qu'on est en voie d'aller vers quelque chose où justement plus de créatifs noirs vont prendre plus de place. Plus de créatifs noirs vont se sentir également interpellés. Même, admettons, tout ce qui est, on a rapidement passé dessus, mais tout ce qui est influencing en ligne, tout ça, tu vois. Le fait qu'il y ait plus de marques qui nous contactent pour placer plus de produits en ligne, bah c'est aussi à nous de demander plus d'argent, tu vois. Fait que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir balancer puis ramener ça aussi à notre avantage because it's actually cool to be black right now. Ça a toujours été en fait. Non, facts, but you know what I mean. Non, je comprends absolument. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une chose aussi, je pense qu'il faut pas oublier, parce que même si il y a un peu cette double notion-là de dire, on le sait qu'ils nous prennent parce qu'on est noir, mais il faut aussi le prendre. Il faut capitaliser, c'est ça. Exactement. Même, puis je suis d'accord, on le sait tous, des fois, t'es comme, OK. Il faut le capitaliser de la bonne manière. Avec les bons outils. Il faut demander l'argent parce que l'argent est là. Il faut ramener d'autres collaborateurs noirs également quand on nous invite parce qu'on n'est pas la seule, tu vois. Fait que, pour moi, c'est encore une fois, c'est un couteau à double tranchant. Ils s'y prennent peut-être pas forcément de la meilleure manière qui soit, et je veux pas généraliser parce qu'il y a des entreprises, c'est qu'ils sont vraiment remis en question de la bonne manière, mais si c'est fait en mode, on veut ramener plus d'influenceurs ou plus de mannequins, if you know that you're taken as a token, dès lors, prends ta place. On voit les uniformes, en fait. Défonce la porte et vas-y. Exactement. Mais rentre pas seul. Ramène d'autres personnes avec toi aussi. J'aime cette notion de collaboration, justement. Justement, encore une fois, avant de passer à la prochaine section, deuxième son que tu nous as présenté, All Us Together de Her. Est-ce que tu peux nous en parler un peu aussi? Oh my God, this song. C'est une chanson que j'ai découverte récemment même d'ailleurs. Qui est extrêmement belle. Her a une voix incroyable. C'est une chanson qui m'a fait penser à du gospel. Funny story, I'm Muslim. Mais j'adore écouter le gospel. Hey maman. C'est juste beau, je trouve, tu vois, de célébrer plus grand que soi de cette manière. Et cette chanson est incroyable et je trouve que justement qu'elle peut être appropriée par n'importe quelle personne qui croit à quelque chose qui est plus grand que soi. Peu importe. Exactement, peu importe ta religion et autres. Fait que c'est pour ça qu'elle est en boucle en ce moment. Puis c'est Ramadan, tout ça, tu vois. Merci pour la suggestion. D'accord. T'as vu, c'est ils ont coulé finalement. Après 25 essais, c'est arrivé doucement. Tout a été pensé. J'aimerais ça revenir aussi sur une chose qui est importante pour toi, qui est, en fait, tu partages beaucoup, tu communiques beaucoup, que ce soit via des conférences, des panels, en créant des communautés. Pourquoi c'est important pour toi de partager tes expériences? Puis peut-être qu'on pourrait utiliser une de tes conférences qui a été, je pense, une des plus marquantes, ou la plus marquante, je dirais, ton TED Talk que tu as fait. C'est vrai, moi, quand j'ai vu qu'elle avait fait TED Talk, j'étais comme... Pendant un mois, elle voulait plus me parler. Elle disait, vous vois moi. Elle a dit, tu me vous vois maintenant. Mais raconte un peu l'expérience de comment ça a été le TED Talk, pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu partages autant comme c'était... Le TED Talk, pour moi, c'était un de mes
plus grand rêve. Et c'est encore fou de savoir que j'ai fait un TED Talk et c'est incroyable d'en faire un parce que faut savoir que je suis bec, donc je bégais. Et j'ai toujours admiré les personnes qui arrivaient à être éloquentes et arrivaient à passer de manière facile, fluide, limpide. Merci. T'as vu quand j'étais jeune? C'est gentil. En tout cas, leurs idées. Et c'était mon plus grand rêve de partager, d'investir une scène comme celle du TED Talk, TEDx du moins, et de pouvoir partager une histoire qui m'est chère, donc qui est celle de la diaspora africaine, de par tout ce que j'ai déjà expliqué depuis le début. C'était une expérience incroyable. J'ai eu un coach, André Hamilton, incroyable également, qui m'a accompagnée de A à Z par rapport aux différentes idées que j'avais, m'a aidé à les mettre en place, etc. Puis le jour J était rempli de beaucoup de prières, beaucoup de Dieu, s'il vous plaît. Beaucoup de tension, non? Beaucoup de tension. Stressé de ouf parce que j'ai envie de dire, c'est l'accomplissement d'une vie. En vrai, tu vois, un TED Talk, il y en a qui en font plusieurs, mais la plupart, on en a qu'un. Ouais, c'est ça. Mais d'où t'es venue justement l'idée de dire, OK, je veux faire ça, je veux accomplir ce défi, je veux le relever? C'est ça de toutes ces vidéos que je regardais étant plus jeune et de tous ces concours d'éloquence et de toute cette frustration que moi j'avais plus jeune étant bègue, ne pas pouvoir exprimer de manière fluide tout ce que je pensais, tout ce qui était dans ma tête et surtout pouvoir mettre sur un échiquier international le vécu aussi des personnes de la diaspora africaine que je voyais qui n'étaient pas forcément présentées de ma vision des choses, donc de tout ce melting pot culturel qu'on avait, de se voir en tant qu'ambassadeur à la fois du pays qui nous accueille et du pays dont on vient également. Donc c'est vraiment comme un bon juste milieu, puis c'est vraiment arrivé par hasard, en toute franchise. J'ai vu une annonce passer sur mon Facebook. On était quoi? On était peut-être le jour de mon anniversaire, je pense le 29 décembre. La deadline, c'est le 31 janvier pour appliquer et donner une idée. Il fallait pas me voir pendant un jour en train de me dire est-ce que je le fais pas. Le jour même, j'ai pris un papier, feuille, stylo, j'ai rédigé une idée en 2-2. Je l'ai fait, j'ai envoyé ma vidéo de 1 minute et j'ai été prise au final. Génial. Yeah. Nice. Je vais revenir également sur le fait que tu as une plateforme. Et la plateforme, tu utilises ta plateforme personnelle parce qu'on a parlé de ce que tu as créé avec la communauté pour Diaspora, mais je vais revenir avec ce que toi, tu crées aussi par rapport à ton propre contenu. Ça te permet, dans le fond, de partager tes créations, qu'elles soient littéraires, artistiques, les projets auxquels tu participes. Comment es-tu arrivé à bâtir ta propre communauté puis d'aller chercher, parce que ta communauté avec ta plateforme est aussi également sur pratiquement tous les continents. Comment tu as fait pour bâtir ce réseau et bâtir cette plateforme qui est la tienne maintenant? Franchement, j'en ai aucune idée. Je vais même pas mentir, dire ouais, non, c'est venu de quelque chose. Je pense vraiment pas. Et je pense que c'est peut-être l'aspect et de manière, de manière très honnête. Non, honnête. Ah, honnête, OK. Je pense que c'est l'authenticité. Quelque part, qui a peut-être fait en sorte que ces personnes-là qui aient rejoint ma plateforme et qui viennent de partout, parce que justement, je suis dans cette optique de vouloir partager le processus, en fait. Ouais. Le processus en tant que mannequin, le processus, parce que je l'étais, le processus en tant que créatrice de contenu, en tant que, bon ça je le partage pas trop, mais en tant que conseillère en communication, c'est mon 9 to 5. Oh, j'ai aimé ça, juste glisser juste en dessous. Tranquille. Et je pense que c'est ça aussi que les médias sociaux et ce type de plateforme-là nous apportent. C'est quelque part une connexion un peu authentique avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui veulent nous partager un bout de leur vie, un bout de leur chemin également. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'il y ait ces personnes-là qui me suivent aujourd'hui, qu'il y a cette communauté qui réagit quand je partage mes bêtises en ligne, parce que franchement, c'est un peu de tout, là. Franchement, c'est vraiment de tout. Mais moi, j'ai une question à vous deux, parce qu'honnêtement, si je parle pour moi d'abord, moi, j'ai un problème avec ces réseaux-là parce que j'ai la difficulté, moi, personnellement, à comprendre ou à saisir comment, je sais pas comment dire ça. Parce que vous, en fait, ce que j'aime de vos plateformes respectives, c'est que vous comprenez exactement ce que vous voulez mettre, à qui vous parlez et qui vous êtes.
Moi, des fois, j'ai l'impression que je communique n'importe quoi. Les gens sont comme, mais tu veux montrer quoi? Toi, ta première photo, c'était fesses. Mais en même temps, c'est fou parce que mais moi, au début, quand j'ai mis ça, honnêtement, pour moi, c'était normal. Ça communiquait à qui tu voulais communiquer. Mais vous, un truc que j'ai toujours trouvé fascinant, puis le fait que vous compreniez vraiment bien votre plateforme, à qui vous parlez et le contenu que vous proposez. Moi, ça a toujours été un de mes enjeux, comme je disais, dans le sens que j'ai l'impression que ce que je mets, les gens ne comprennent pas. Ce que je veux voir, je ne le vois pas. Comme j'avais un... Comment vous avez fait pour comprendre? Ça va aussi avec la plateforme qu'on utilise, mais à quel moment vous avez fait, OK, je comprends un peu où je m'en vais, je sais pourquoi j'utilise la plateforme. Je vous lance un peu le... Exemple, moi, comment je fonctionne, puis comment j'ai toujours fonctionné, de base, c'est que je mets des trucs qui me rejoignent moi, puis après, ceux qui me suivent, c'est des gens qui aiment les mêmes trucs que moi. Alors, tout ce qui est de joindre genre les gens par mes photos, j'y pense pas parce que je le fais pour moi. Et après, si les gens aiment ça, tant mieux. S'ils aiment pas ça, c'est ça, ça me dit absolument rien. Moi, quand je mets un truc, c'est parce que moi, je le feel. Après, exemple, mon Instagram, c'est pas de la même façon que Jamila. Exemple, moi, c'est que des photos qu'on va dire belles ou peu importe. Donc, c'est vraiment... sont pas belles. Comment il dit, lui, ses photos sont belles. Dis-moi, les photos sont C'est-à-dire... En plus, c'est pris une pause. Sont pas belles. Les miennes sont belles, les tiennes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, exemple, moi, j'ai pas de... Exemple, mes vidéos, c'est mes photos, en fait. Déjà, j'ai aucune vidéo, je crois. Ça va être, exemple, je prends un coin de table. Ça veut rien dire. C'est juste d'un côté comme artistique, si on veut. Tandis donc, que toi, tu es directeur artistique, si j'ai bien compris. C'est ça, non? C'est juste que toi, il y a vraiment plus un aspect où il y a quelque chose derrière qu'on peut comprendre. Genre, il y a un message, tu vois. Exemple, moi, il n'y a pas de message au final. C'est juste une table. Mais c'est beau. Mais sérieux, c'est juste une image. Donc, au final, il n'y a pas de message. Mais de base, je le fais vraiment juste parce que c'est des trucs que j'aime. Et ça vient de toi, en fait, comme tu dis. Exact. Donc, après, je le fais pour moi, puis là, les gens aiment ça, donc tant mieux, mais moi, ça s'arrête là, point. Puis, ça va être ça pour toi aussi, en fait, là. Non, tu vas mettre un truc que toi t'aimes. En fait, moi, je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait fonctionner. Puis... Mais oui, mais je sais pas. Non, vas-y. Non, j'allais juste dire que des fois, ce qui est particulier, c'est le rapport Comme ça, c'est clair pour moi. J'ai vraiment pas de problème avec moi, ce que je mets. J'ai jamais eu de problème, en fait. Mais c'est le rapport des autres personnes qui vont venir. Parce que, en fait, pour mieux résumer mon problème avec cette dynamique-là, c'est que moi, quand je te vois en vrai ou quand tu vois mon contenu puis tu me vois en personne, c'est la même chose que tu vois. Ouais. Tu t'entends? Il n'y a pas de... Mais moi, je vois ces gens-là, je vois leur contenu, j'arrive en personne puis je me dis, mais t'as pas d'énergie, t'es pas... Ce que tu présentes est pas ça transcende pas en personne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça, je comprends. C'est quand il y a une dichotomie, I guess, mais je pense aussi que veut pas, on montre ce qu'on veut montrer. Elle a quand même dit dichotomie. Vous faites un combat. Déjà, vous êtes fatigué, là. C'est toi qui as dit qu'il y avait un message. Moi, j'ai fait OK. Non, mais... Je comprends pas. Là, c'est ce que j'ai dit. En tout cas. Donc, je pense que... C'est ta dichotomie, juste pour te restituer, en fait, juste pour... Bref. On montre ce qu'on veut montrer. OK? Fait qu'on se montre dans de notre, des fois, plus belle manière. Des fois, si on a envie d'être totalement vulnérable, également, on peut montrer nous en train de pleurer, que sais-je. Toutefois, on a le choix, encore une fois. Puis, c'est pas forcément quelque chose qui doit forcément plaire à l'autre. Et je pense que c'est justement quand on veut commencer à essayer de plaire à l'autre qu'on se perd dans ce Instagram, social media game. Parce que quand justement l'autre va venir dicter le type de contenu que tu aimerais produire. Tu n'es pas... Et c'est ça qui est un peu difficile. Je voulais dire, tu n'es pas une marque, mais tu n'es pas concrètement une entreprise. C'est comme, admettons, je ne vais pas citer de marque là, mais comme une entreprise de vêtements ou quoi que ce soit, où elle a besoin de vendre. Donc, elle a besoin de répondre réellement à un besoin spécifique, à ce que le public veut. Et c'est ça qui est un peu difficile quand on voit les créateurs de contenu, les influenceurs comme étant des marques à part entière,
comment est-ce que toi-même tu acceptes et comment est-ce que tu fais valoir aussi cette dualité de ma marque personnelle et moi, c'est pas la même chose et c'est ok que ça ne le soit pas, tu vois. Et qu'on arrive c'est vraiment à différencier tout pour que justement quand tu mettes un truc out there, même si tu as envie que ça aille dans le sens du public en tant que tel, mais parce que tu sais que c'est un business qui a trait quand même à ton image, mais que tu aies cette intelligence de recul là en fait. Mais pour une personne lambda qui n'a pas où son travail c'est pas Instagram comme toi par exemple, ben tu t'en fiches en fait. C'est ça qui est drôle. Tu vois. Tout ce que tu viens de dire, je suis tellement d'accord et c'est vrai en fait. Tu as 100% raison parce que pour une personne comme toi, que sa plateforme va lui donner des opportunités de travail, va donner des contrats en fait. Money. De l'argent. La relation est complètement différente. Yeah. Mais tu vois, même pour moi que j'ai dû changer parce que j'avais justement quelques opportunités qui apparaissaient via cette plateforme-là et les gens arrivaient et étaient comme il y a un problème ici. Comment mais je comprends mieux. Ouais, je vais revenir en fait aussi sur le contenu que tu crées parce que j'ai réalisé en fait que souvent quand on regarde une plateforme, surtout sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'imaginer le temps, l'énergie, la créativité qui est mise derrière tous les projets, étant donné les plateformes qu'on utilise. Est-ce que tu as l'impression, par exemple, que la reconnaissance puis l'affirmation doit passer par les médias traditionnels où on peut arriver à créer du contenu, partager du contenu et être reconnu avec les plateformes que nous-mêmes, on va créer? Ce qui est formidable, en fait, avec Instagram, TikTok, que sais-je, c'est que ces plateformes-là sont vraiment des outils qu'on vient donner à des personnes pour exister et utiliser pleinement leur créativité de leur propre manière. Tout le monde est devenu son propre journaliste, en fait. Et c'est vraiment beau à voir parce que ça permet de venir vraiment diversifier le visage médiatique qui était très unifié. Comme admettons, c'est les mêmes personnes qu'on va voir au journal télévisé, les mêmes personnes qu'on va voir présenter la météo, que sais-je. Maintenant, quand on a marre des mêmes visages là, que je ne vais pas nommer, tu peux tout simplement ouvrir ton compte Instagram, TikTok et autres et voir plein de personnes qui viennent de n'importe quel pays, n'importe quelle origine. Et c'est ça qui est beau au final, tu vois, c'est d'avoir accès à l'autre, mais un autre diversifié. Et qui va venir te nourrir d'une autre manière, en fait. Et c'est ça qui est super beau. Et les communautés aussi se créent. Ce qui est fou aussi, c'est que beaucoup de communautés qui vont se créer, les gens vont se retrouver grâce à ces espaces-là aussi. Le couteau à double tranchant de ça, par contre, que je trouve qui est un peu aussi le reflet des grands médias qui existent. Comme tu sais, on sait qu'il y a des médias de droite, de gauche, on le voit plus clairement. Mais le côté un peu pervers, par exemple, de Instagram spécifiquement, c'est que même Instagram ou TikTok, même tout leur algorithme là, ça va venir t'enfermer dans une bulle, dans ta communauté. Fait que tu vas voir seulement que les choses que tu aimes, que les choses que tu apprécies. Fait que tu auras accès à l'autre, mais un autre qui te ressemble quand même. Qui est quand même réglé, c'est ça. Un autre qui a tes goûts, un autre qui, voilà, tu vois. Et ça rend quelque part un peu plus compliqué aussi des conversations avec d'autres points de vue, des points de vue qui deviennent beaucoup plus aux antipodes de ceux qu'on pense, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec les élections américaines, c'est quand tout le monde était choqué que Donald Trump ait gagné. Ben parce que sur nos médias sociaux respectifs, on voyait pas. On voyait absolument. On voyait pas ce qui se passait de l'autre côté sur eux, leurs médias sociaux en tant que tels, où eux ils se mobilisaient, ils allaient voter, ils allaient ceci, ils allaient cela, mais fait que ça crée de belles communautés, ça crée un sentiment d'appartenance en ligne, mais faut pas non plus se leurrer parce que ça nous enferme également. Et ben justement, ta plateforme a eu une grande évolution parce que maintenant, on voit que tu partages beaucoup plus de textes, par exemple. Il y a eu une évolution aussi dans ce que tu veux démontrer, dans ce que tu veux partager, dans ton implication aussi artistique. C'est quoi le processus qui est arrivé à dire maintenant, je vais me définir et présenter autre chose? Je pense que ça s'est fait de manière quand même assez naturelle, en fait. Et c'est comme ça que j'essaie de voir ma créativité. Je suis quelqu'un, de par mon introduction, qui fait plein de choses. Vraiment. Et j'essaie le plus possible, tout l'aspect création de photoshoot à la maison, de rédaction de textes, etc. Je veux vraiment le rendre fluide et je veux pas que ce soit du travail, en fait. Fait que quand j'ai envie de m'exprimer d'une certaine manière, je veux pas mettre de cadre autour de ça, ou du moins j'essaie de ne pas le faire. I'm Capricorn, y'all, with a Virgo moon, so it's complicated, okay? Comme la structure, les cadres, l'ordre, c'est moi, tu vois. Toutefois,
quand j'écris, quand je fais des photos, quand je réfléchis à une direction artistique dans un shoot et autres, j'essaie vraiment de me perdre dans des cadres déjà établis pour justement éviter de devoir me définir d'une certaine manière ou d'enfermer le travail que je vais créer. Puis je t'avouerais que dans ma réponse, je me suis un peu perdue dans la question. T'inquiète, non, c'est bon. Moi, j'allais dire au montage, on va mettre ça bien, là. Les phrases vont suivre Cool. bien, là. En terminant, je vais juste terminer sur un sujet, je pense, qui revient, pour en a un peu parler tout le monde. C'est quoi l'importance pour vous d'utiliser votre plateforme pour aborder certains sujets, des enjeux ou peu importe? Est-ce qu'en fait, il y a une question de dire, est-ce qu'on doit séparer ces plateformes-là? Parce que si, par exemple, toi, tu me dis, moi, je mets des photos, peut-être que c'est pas l'endroit pour avoir ces discussions-là. Ou à l'inverse, si tu as l'habitude, par exemple, d'exposer, tu as parlé de bégaiement plus tôt, tu as fait une vidéo magnifique qui expliquait ta relation avec le bégaiement. Est-ce que ces plateformes-là servent aussi à aborder les enjeux? Est-ce que c'est la bonne façon? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne place pour justement se prononcer sur peu importe quelle situation, parce que justement, de nos jours, nos générations, c'est les trucs qu'on utilise le plus. Donc, c'est là que tu vas rejoindre le plus de personnes. Après, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui se prononce beaucoup de cette façon sur peu importe la plateforme. Donc, c'est pas quelque chose que je fais, mais j'ai plusieurs personnes que je suis qui font ça quotidiennement, puis c'est pas un truc qui vient me déranger, c'est même bon pour moi parce qu'il y a des trucs que je vais rater, ben je vais les voir dans un story, tu comprends? Un truc que j'ai pas vu aux nouvelles, maintenant je peux le retrouver en story, je vais cliquer, je vais lire, puis je vais m'être instruit de la même façon que si j'avais regardé les nouvelles. Donc, pour ça, c'est bon. Puis justement, d'avoir des personnes qui font ça sur une base régulière, pour moi, je pense que ça va juste faire avancer les choses, puis que ça va faire que les gens sont plus aware de ce qui se passe dans le monde en tant que tel, puis qu'ils vont justement avoir des opinions, puis pouvoir avoir des opinions fondées aussi. Et non pas justement se prononcer sans nécessairement savoir de quoi on parle, mais justement d'avoir des points, de voir comment ça se passe et tout. Et sur le terrain aussi, souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est souvent, je sais pas, si on rappelle, une des premières fois que ça a été vraiment, vraiment utilisé avec le printemps arabe, il y avait un des points de vue qui était... T'as failli dire érable? Ouais. À chaque fois, je te jure, à chaque fois, j'ai vraiment dit... Je voulais pas la laisser passer. Personne m'a laissé glisser. Je dis une chose, elle est comme non, je vais l'attraper maintenant. Érable. Arabe. Mais justement, il y avait aussi le point de vue, ça qui est intéressant, c'est que les gens te disent, là, je me sens comme ça, et c'est moi qui le dis, pas les médias. Puis, je pense qu'il y a aussi le fait de voir qu'il y a des gens que tu suis, quelqu'un de proche de toi qui est conscientisé, puis tu vois que ça le touche, ben ça va devenir te chercher d'une façon différente de juste le voir comme ça à la télé. Absolument. Puis qu'on te dit que en Inde, là, il y a des problèmes, puis tu connais aucune personne de là. Donc, oui, ça te touche, mais pas de la même façon que si tu vois que tu as justement un ami qui est ultra concerné par ça, puis que là, ça le touche, ça va te chercher parce que lui, ça le touche. Donc, absolument. Juste par cette façon-là, je pense que en fait, c'est vraiment gagnant. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et toi, comment tu le vois dessus? Comment tu le vois? Pour ma part, j'aime beaucoup partager le processus parce que je trouve que on va venir trop glorifier rapidement sur les médias sociaux. Ça, c'est c'est le premier point. Parce que la plupart du temps, certaines personnes ne le font pas, puis je les trouve très courageuses de montrer même leurs moments les plus down, right? Quand elles y sont encore, parce que tu sais, on aime montrer les moments down quand on en a sorti, quand on est sorti du moment, mais de venir en fait un peu déconstruire cette image de pour y arriver tout était beau, tout était shiny, puis je suis arrivée à là de manière extrêmement simple. Alors que non, t'as versé des larmes, tu étais sur le sol de ta salle de bain en train de chialer toute ta life. Fait que il y a une beauté, tu sais, à montrer le processus puis à partager pour encore une fois, tu sais, donner les outils à d'autres pour qu'ils puissent y arriver également aussi en même temps que nous, que sais-je, mais qu'on puisse y arriver ensemble. Fait qu'il y a vraiment, selon moi, dans le partage, dans ce processus, c'est d'investir ce genre d'espace-là. Il y a une beauté à donner à l'autre. Maintenant, là où justement, je vois encore une fois un couteau à double tranchant dans l'aspect de se positionner sur certains éléments. Oui, c'est important quand tu as une grande plateforme parce que tu peux toucher beaucoup de gens. Toutefois, je vais prendre mon exemple personnel. Lorsque le mouvement Black Lives Matter a été amplifié
exponentielle 1000 l'année dernière, c'était épuisant. Ouais. C'était épuisant d'être constamment en train de parler d'un sujet qui te tenait autant à cœur, qui me tient toujours autant à cœur. Maintenant, ouais. Mais toutefois, c'était fatigant de devoir tout le temps take a stand parce qu'on a une plateforme. Ouais. We Comme also Stephen, need to rest, and especially en tant que personne noire aussi, même en tant que personne BIPOC de manière plus générale, on n'est pas forcément obligé d'être ceux qui constamment allons éduquer les gens, en fait. Et de prendre la parole, justement. Et prendre la parole, parce que c'est une énergie en plus. 2, on n'est pas vos parents, éduquez-vous. Exact. 3, Google est là. Ouais. Tu vois, à un moment donné. Mais en même temps, clairement, c'est important, même pour nous, tu vois, de se mobiliser lorsqu'il le faut. Mais je comprends également quand il y a une énième personne noire, malheureusement, qui se fait tuer par la police, qu'il y ait certains influenceurs noirs qui ne se prononcent pas. Ouais. Pas parce que ils veulent pas le faire, mais peut-être parce que finalement, ils sont trop touchés par ça et que il n'y a pas l'espace émotionnel pour pouvoir investir une plateforme pour la énième fois crier à l'injustice, tu vois. Ouais. Fait qu'il y a cette nuance à garder en tête quand on parle justement de prendre position en ligne. C'est important de le faire, mais c'est également important de comprendre que les personnes qui le font, la plupart du temps, sont des personnes qui vivent les enjeux, et ça prend beaucoup, en fait. Absolument. Mais yo, c'était très bien résumé. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme prochain projet? Est-ce sur quoi tu travailles présentement? Ciao. Oh, ciao! Ciao. En ce moment, je travaille sur moi-même. Voici sur quoi est-ce que je travaille. Je travaille c'est sur moi-même. C'est très bien déjà. C'est un chantier en soi. Non, parce que normalement, je sais que tu travailles sur 1001 projets, donc c'est aussi bien d'entendre que tu prends une période pour toi aussi. Exactement. Là, j'essaie vraiment de slow down et de me laisser vivre. Ben oui. Tout simplement. En plus, l'été arrive, là, fait que genre, Right? on va se retrouver là. On va vivre. Mais encore une fois, merci d'être parmi nous. C'était vraiment Merci un à plus haut vous. plaisir de t'avoir. Là, avant que tout se termine, on voulait juste savoir où qu'on peut te suivre sur les plateformes que justement on parlait. Franchement, en ce moment, il y a 2 places. Une, c'est la legit, l'autre, c'est Instagram, @JamisHere, et TikTok. J'essaye. À ce qui paraît, c'est le futur, tu vois. C'était tremblant, ça. New in the game. I'm so new and it's so weird. En tout cas, j'ai vraiment du mal avec toutes les danses TikTok, etc. Tu vois, il y a tout un Mais t'inquiète, délire. on la mettra pas dans la bio. On va juste mettre Insta, on mettra pas TikTok dans la bio. Allez sur Instagram, c'est là-bas que je suis vraiment legit. TikTok, là, franchement, en tout cas. Mais merci. Ouais, c'est ça, on va voir les C'est bon. développements. Mais merci encore, c'était un Merci pur à plaisir vous. d'échanger avec Thank you. toi. It's a wrap, guys. Thank you tout le monde. Ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Thank you. Okay, I hop out the bitch in my red. She wanna olay. I got your bitch and I dash you say. She love the Gucci, Louis, Fendi, probably leave me for a brick. I'm fucking a bitch and